Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire, sur les dirigeants d'entreprise, sur, les solutions pour financer les besoins personnels et professionnels des dirigeants d'entreprise. Heu, je voulais attendre un tout petit peu, bon, il y en a quelques-uns qui se sont connectés, on va commencer, ça fera venir les autres. Hem, dans les besoins qu'on va évoquer, on a, aussi bien les besoins personnels de ces dirigeants que leurs besoins professionnels. Et on verra que, ben, dans les 2 cas, c'est pas toujours évident, notamment, sur la partie personnelle puisque elle est plus encadrée, notamment par le code de la consommation. Donc on va commencer par ce sujet qui peut être assez compliqué ces derniers temps. Pourquoi? Parce que ces dirigeants d'entreprise qui sont vos clients, ont parfois des, systèmes de rémunération, ben, un petit peu plus complexes que le salarié, qui peut être aussi très variable. Et vous le connaissez tous, hein, je ne vous apprends rien, je pense, mais le HCSF, le Haut Conseil de la stabilité financière, a légiféré en janvier 2022, puisque maintenant, dans le code monétaire et financier en France, il est inscrit qu'on ne peut plus prêter, si, l'emprunteur a plus de 35 de taux d'endettement. Alors oui, il y a une petite fenêtre, hein, une possibilité pour les banques de déroger à ça. Nous, on la voit relativement peu, on l'utilise assez peu. Elle est offerte souvent, et je pense, hein, aux clients de la banque, un petit peu moins aux prospects et de temps en temps, une clientèle vraiment, fortunée où il y a, un enjeu, fort pour le banquier. Donc ce sujet de revenus, bah, je pense vous le rencontrez souvent, pour vos clients, est un problème, pour leur prêter. Et puis par-dessus ça, c'est ajouter le problème du taux d'usure qui commence à être réglé. Vous l'avez peut-être vu, hein, aujourd'hui sur des durées de 20 ans, on est à 5,8. Donc le taux d'usure est passé à 5,8 sur les durées, 20 ans et aux alentours, je crois, de 5,55, je crois, sur, 15 ans et plus. Donc on commence à arriver au bout de ce problème. Maintenant, gardez en tête, hein, vous êtes des professionnels de la finance. Vous le voyez comme moi, hein, le l'OAT 10 ans, elle est à 3,50, le taux swap 15 ans, il est à 3,50, l'Euribor 3 mois, il est à 3,9, quasiment 4. Bon, oui, le taux d'usure, il est très élevé, ça paraît dément, mais les coûts de refinancement des banques sont également, beaucoup plus élevés qu'ils n'ont été. Donc nous, on pense qu'on arrive au bout de ce problème, mais voilà, c'est le début, en tout cas, on sent que c'est, le tout début d'une résolution de problème. Et ensuite, l'autre sujet qu'on rencontre souvent, c'est ce sujet, de financement, bah, via une société. C'est-à-dire ces dirigeants, très souvent, ils vont, faire des acquisitions aussi via des structures personnes morales. Bah, ça peut être une SCI, hein, traditionnellement, c'est un véhicule très utilisé en France, qu'ils peuvent détenir via leur holding professionnel qui détient souvent aussi les participations de leur société d'exploitation. Et dans ce cas-là, on est un petit peu moins embêté par ces réglementations, notamment de HCSF et taux d'usure. Je vais y revenir, mais on perd, bah, parfois quelques banquiers ou en tout cas il faut s'adresser au bon banquier. C'est plus un problème d'interlocuteur, je pense. Et de temps en temps, bah, ces gens-là, ils font ce qu'on appelle des club deals. D'ailleurs, grâce à vous parfois, vous les fédérez, autour de projets. Sont pas des sujets toujours faciles à financer, aussi à cause d'une problématique d'interlocuteur dans la banque, mais aussi sur une problématique d'ordre commercial. C'est-à-dire que vous le savez, le crédit, c'est essentiellement en France un produit d'appel. Et sur ce genre de projet, de club deal, et ben, le banquier voit moins, voit moins évidemment l'entrée en relation avec le client. Donc il a plusieurs clients en face de lui, il sait pas trop avec qui il va rentrer en relation et qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec les uns et les autres. Donc ça peut être plus compliqué. Donc sur ces sujets, nous qu'on rencontre au quotidien, il y a pas une recette, bien sûr, toute faite, mais il faut déjà comprendre bien ces problèmes pour les résoudre. D'abord ce sujet de HCSF, peu de gens le lisent, hein. Je vous encourage à vous renseigner un petit peu, mais vous verrez le document, moi je l'ai lu, il fait 4 pages. Dedans, il y a quelques trucs intéressants, notamment on parle, donc d'abord d'immobilier résidentiel et on parle également, de L313-1 du code de la consommation qui est le crédit immobilier aux particuliers régi par le code de la consommation. Ça veut dire quoi? C'est à partir du moment où je sors de ce cadre-là, je sors du HCSF. J'achète un local commercial, je ne suis pas dans le HCSF. J'achète des bureaux même, en personne physique, ce qui est moins souvent le cas, je sors du HCSF. On peut, on utilise nous-mêmes un petit peu, ces différentes subtilités et également, ben, on essaie de sortir du fameux L313-1 pour résoudre ce problème de HCSF et ce taux d'usure et là,
il y a plein d'interprétations, je suis pas juriste. Maintenant, je me documente un peu et j'échange avec des juristes, parfois de banque ou avec des gens qui connaissent un peu ces sujets. Tout le monde a un petit peu son mot sur ce problème. On va dire qu'il y a 2 écoles. Certaines banques vont, maintenant traiter, immédiatement la SCI, comme, une personne morale classique, non éligible au HCSF et en faisant un prêt pro et donc là, plus de problème et d'autres vont encore rester très vigilantes là-dessus et vont protéger le consommateur, parfois un peu à outrance et donc vont, maintenir, ces règles de HCSF également en cas de SCI. Donc c'est à nous un petit peu d'orienter nos clients vers les bons interlocuteurs. Si la SCI est détenue par le holding, de l'entrepreneur, là, il y a plus de sujet. On sort vraiment du cadre. Maintenant, quand on sort de ce cadre-là, de HCSF et de taux d'usure, ça veut dire qu'on fait un prêt professionnel et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les conditions de taux sont plus les mêmes. Je vous montrerai tout à l'heure, vous verrez, je vous ai fait une petite slide après pour vous donner une petite idée des taux en ce moment. Mais voilà, on doit faire un petit compromis quand même sur le coût du crédit. Concernant les sociétés, nous, on a dans nos activités, on accompagne énormément d'entreprises et de professionnels. En plus des entrepreneurs, on accompagne aussi leurs entreprises et donc ces sujets-là, nous, on va essayer de les traiter assez souvent. Au-delà des banquiers privés, on va essayer de les traiter aussi souvent avec, les banquiers pros. Les banquiers pros qui peuvent avoir un vrai appétit pour votre clientèle, notamment pour ces entrepreneurs qui ont des sociétés et qui peuvent devenir des clients intéressants pour les banquiers et donc on va traiter parfois, le projet de l'entrepreneur de la SCI avec ces banquiers-là. De temps en temps et également alors là, c'est dans le cas aussi du club deal par exemple, mais ça peut être, le cas, du financement via une SCI. On va s'orienter vers aussi, les départements des professionnels de l'immobilier. Alors attention, normalement, c'est professionnels de l'immobilier, hein, c'est ce qu'on appelle même les PIM parfois chez eux, dans leur jargon. Il faut vraiment être quelqu'un qui a une vraie expertise. Maintenant, on se rend compte que certains patrimoniaux ont, investi fortement dans l'immobilier, aiment l'immobilier, continuent d'y investir régulièrement, font des opérations court terme ou long terme sur tout type d'actifs et donc ces gens-là, de temps en temps, peuvent rentrer dans cette catégorie. Les petites difficultés, donc c'est, montrer qu'on est un professionnel, en tout cas qu'on est quelqu'un d'aguerri. C'est, la taille de la transaction, alors notamment dans des zones tendues, hein, comme, l'Île-de-France ou, parfois, la région PACA. On se retrouve face à des banquiers qui n'interviendront pas en dessous de 1 ou 2 millions d'euros de crédit, voire 3 millions. Et dans certaines zones moins tendues, on arrive à trouver des solutions, on va dire aux alentours de 500 000 €, voire, quelques centaines de milliers d'euros. Mais c'est quand même un frein. C'est-à-dire la taille de la transaction peut être un problème puisque c'est des départements qui gèrent parfois, des zones, géographiques assez vastes. Ils sont quelques banquiers et donc ils peuvent pas se permettre de traiter le dossier à 500 000 € et le dossier à 30 millions d'euros. Donc forcément, ils vont vers les opérations les plus importantes et ensuite quand ils ont un peu de temps, peut-être, traiter des opérations, moins significatives. Donc ça, c'est un problème et puis après, c'est le taux. On en parlera aussi tout à l'heure, il est margé. Quand on va chez les PIM, on n'ouvre pas de compte, on fait rien, on fait que du crédit et donc là, on a un taux margé, voilà, pour les opérations, les plus sûres, on sera Euribor +2 et puis les plus compliquées, on va Euribor +3 ou 4. Donc ça vous laisse imaginer le niveau des taux qu'on peut atteindre à parfois 7 ou 8. Ça, c'était la partie donc personnelle du dirigeant. Puis sur la partie professionnelle, ces dirigeants, de temps en temps, ils nous interrogent, et peut-être qu'ils vous en parlent, de leurs problématiques d'investissement immobilier, mais pour leurs activités. Donc dans notre jargon, on appelle ça l'immobilier utilisateur. Donc ce sont des entrepreneurs qui vont acheter leur bureau, qui vont acheter, leur commerce et qui vont comme ça développer leur patrimoine personnel avec, des sociétés d'investissement patrimonial, donc la SCI, la SCA de famille, la UNSS, enfin tout type de société que vous connaissez, même beaucoup mieux que moi et ils vont donc, faire l'acquisition de leurs locaux qu'ils vont louer, à leur société d'exploitation. Ça, c'est un peu la résidence principale, j'ai envie de dire, du banquier pro. Ce sont des projets immobiliers où, on rencontre pas mal d'appétence, du côté du banquier avec, des taux un peu moins élevés que l'investisseur et donc on arrive à négocier de bonnes conditions dans ces cas-là. Il y a quelques règles à avoir en tête, et notamment on va parler de 2 règles, c'est 2 règles qu'on applique aussi bien aux utilisateurs qu'aux investisseurs. C'est la LTV, la loan to value, c'est, la quotité de financement et donc ça, c'est quoi? C'est, combien je vais pouvoir emprunter, donc le montant de la dette par rapport, au montant de mon investissement. Alors, pas au montant total de mon investissement, mais par rapport à la valeur du bien que j'achète. Donc c'est quoi?
En réalité, c'est le risque du banquier. En cas de défaut, bah, voilà mon risque en tant que banquier, que je quand je vais exercer ma garantie, je vais pouvoir vendre ce bien et rembourser ma dette. On va dire qu'on arrive, à monter à 80-90 LTV sur ces dossiers. On arrive à monter loin. 90 c'est une LTV très élevée et on arrive à le faire pour des beaux dossiers, de belles entreprises sur des locaux, on va dire, bien placés dans des belles zones. On y arrive de moins en moins à cause de ce fameux DSCR qui est en dessous que je vais vous expliquer. Donc on sera plutôt quand même ces temps-ci sur 80 voire moins. Ou alors on va essayer de négocier parfois ce qu'on appelle des valeurs résiduelles. C'est-à-dire qu'on va vous prêter 80 de la valeur du bien et puis on va faire, vous savez, un peu comme dans le crédit bail, on va vous dire: «Bah, tu me rembourses pas les 80, tu vas me rembourser juste 70 ou 60 et puis les 10 ou 20 restants, tu me les rembourseras à la fin». Certains pourraient appeler ça boulette, in fine, voilà, comme on veut. Il y a plein de jargon pour ça. Dans certains cas très, très, très particuliers, là je marque 100. Notamment, dans certains cas, c'est surtout les professions libérales. Je vais prendre le cas du médecin, qui est une activité professionnelle, qui est assez appréciée des banquiers, facile à appréhender, pas consommateur pour le banquier de beaucoup de dettes. Donc cette activité-là est plutôt appréciée et traitée sur des conditions quasiment similaires aux particuliers. Donc là, dans certains cas, on arrive à monter jusqu'à 100 de la valeur du bien, avec des conditions de taux, très, très proches du particulier. Donc on va dire, c'est vraiment le client le mieux traité dans le professionnel. Alors je vous parle parfois d'entreprise ou de professionnel. Le professionnel, c'est la société souvent dans le B2C ou la petite entreprise qui fait moins de 2-3 millions de chiffre d'affaires et l'entreprise, elle est traitée en centre d'affaires. C'est l'entreprise qui fait souvent de plus de 2-3 millions de chiffre d'affaires et qui fait parfois souvent d'ailleurs du B2B. Heu, on va on va avoir un deuxième ratio sur lequel on échange avec les banquiers, sur lesquels on négocie, c'est ce fameux DSCR, Debt Servicing Coverage Ratio, toujours en anglais malheureusement. Alors on va appeler ça la couverture locative en français. Et donc c'est quoi? C'est très simple, il me faut un certain, loyer pour couvrir, l'échéance de mon crédit et donc je vais, faire un ratio qui doit être au-delà de 100 puisque ce ratio c'est quoi? C'est, le loyer divisé par l'échéance et donc il faut toujours qu'il soit au-delà de 100. Alors pour ces financements-là, on arrive à négocier, entre 100 et 110. Pour les investisseurs, on est plus proche de 120. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon loyer doit être à hauteur de 110 de mon échéance. Voilà, c'est pour couvrir mon échéance et puis avoir une petite marge pour les charges, pour les différents sujets d'entretien, pour être à peu près à l'équilibre à la fin de l'année. Donc c'est un sujet relativement important parce que certains parfois nous disent, ben, il va acheter ses bureaux et puis il va emprunter 90 ou 80-90 voire 100 et puis il fera un peu d'apport en compte courant, tous les mois pour payer le crédit. Ça les banquiers professionnels l'entendent moins que les banquiers privés. Alors on peut aller vers des banquiers privés de temps en temps, mais ils aiment pas trop cette catégorie d'actifs, de bureaux. Donc on va rester quand même dans le monde professionnel et garder en tête quand même que le banquier qui va étudier ce genre de dossier veut, une opération qui économiquement est viable, se porte. Il faut avoir des cash flows qui vont rembourser une dette. Voilà. On va avoir du mal à accepter que, l'entrepreneur remette de l'argent tous les ans pour payer le crédit. Alors on peut déroger, hein, de temps en temps. On a des dérogations possibles sur des très beaux groupes de sociétés avec éventuellement au-dessus une holding avec des très belles activités qui peut soutenir, sa SCI, quand la holding est actionnaire de la SCI. Donc, c'est négociable, mais gardez quand même ça en tête, c'est un point très fort. Ensuite, vos clients bah, c'est des entrepreneurs et de temps en temps, ils ont aussi des opérations, capitalistiques ou des opérations de croissance externe, en tout cas des opérations d'investissement dont ils peuvent vous parler et moi ce que je crois comprendre dans vos métiers, c'est que vous aimez bien quand même être leur conseiller, leur confident et les accompagner sur un maximum de sujets et nous, on est là pour vous aider également sur ces sujets-là. Donc hésitez pas aussi à nous interroger, sur ces sujets et on peut vous aider. En tout cas, on sera ravis d'en discuter avec vous. Vos clients entrepreneurs, ils ont donc aussi des sujets de financement qu'on appelle corporate. C'est-à-dire, alors nous, chez nous, c'est essentiellement des financements de moyen long terme. C'est des sujets d'investissement. Alors des sujets que vous voyez de temps en temps, c'est des sujets de LBO. C'est-à-dire on va créer une holding, une newco comme ils disent, qui va, s'endetter pour, racheter, une société. Alors parfois ça peut prendre la forme d'un OBO, c'est-à-dire que c'est
leur propre société, qui revendent à une NewCo. Alors, c'est parfois l'occasion d'intégrer, un des enfants, en tout cas des membres de la famille pour, participer, au développement familial, de la société. Donc dans ces opérations à effet de levier, donc c'est-à-dire, on utilise la dette du banquier pour financer l'acquisition des titres de la société. Il y a quelques grands ratios à avoir en tête. Alors certains d'entre vous sont peut-être, très avertis. Moi, je le suis moins sur ces sujets-là, puisque j'ai des gens chez moi dont c'est le métier, qui connaissent ça beaucoup mieux que moi. Mais il y a quand même des grands sujets et on a été un petit peu plus prudent ces derniers temps et encore, on j'ai bien peur qu'on revoie quelques problèmes, mais, on a été plus prudent peut-être qu'il y a 10, 15 ans. Le montant de la dette dans le cadre d'LBO, ça sera plutôt aux alentours de 50 et on arrivera à déroger, à monter par exemple à 60-70 notamment sur des plus petites sociétés. C'est-à-dire quand vous restez dans le monde du professionnel sur des structures de quelques millions d'euros, les banquiers seront un petit peu moins rigides là-dessus. On arrivera à mettre un peu plus de dettes, mais garder ce 50 en tête qui est quand même, une règle assez forte. Il y a un levier aussi qu'il faut vraiment toujours avoir en mémoire, c'est ce multiple d'EBITDA. Donc vous entendez souvent les valorisations d'entreprise en multiples d'EBE ou d'EBITDA. Je ne vais pas rentrer dans le détail, moi-même je suis pas un fin expert et j'ai des gens chez moi qui seront ravis d'en discuter avec vous si besoin. Mais ces multiples-là, ils sont importants parce que, on a entendu des choses parfois délirantes, hein, de valorisation d'entreprise à 10, 12, 15 fois l'EBITDA. C'est-à-dire, je vais faire 10 ans, 12 ans de résultats pour pour, rembourser mon investissement. Là, on va rester quand même, sur des leviers assez, modérés, donc au-delà de 3 fois. Alors je sais qu'on est allé sur des niveaux de 4 fois, je crois, mais gardez en tête ce niveau de 3 fois l'EBITDA, qui est déjà un levier assez fort et ces opérations se financent sur des durées de 5, 7 ans et après on mettra, ben, il y a toute une documentation juridique qui est rédigée et dans le cadre de LBO, notamment, bien, il y a des covenants. C'est-à-dire tous les ans ou à certaines périodes, on va vérifier que, certains ratios, sont remplis et ces ratios, bah, c'est les ratios que vous connaissez peut-être, que vous avez appris à l'école de gearing ou de levier, donc de dette nette sur EBE ou de dette nette sur fonds propres. Le fameux dette nette sur fonds propres qui doit représenter environ, on va dire 30 pour rester, dans une situation un petit peu, très classique. Donc ça évalue un petit peu le niveau d'endettement quand même de l'entreprise et les banquiers sont très vigilants sur ce genre de covenants qui vont suivre dans la vie de la transaction. Alors sur l'OBO, ce qu'il faut garder en tête, je pense qu'il y a un sujet, c'est un LBO, c'est pareil, mais il y a un sujet qui est très important. Il va y avoir donc du cash qui va être débloqué pour l'entrepreneur et donc dans ce cas-là, il y aura souvent du cash collatéral pour le banquier, très souvent, en plus en garantie et le banquier sera très, très, très vigilant sur la valorisation retenue, puisqu'on se rachète un peu la boîte à soi-même donc bien sûr, il n'est pas question de mettre n'importe quelle valorisation. Donc on peut faire même intervenir des experts dans certains cas. Et ensuite, il y a des cas de croissance externe, de prise de sa participation qu'on peut étudier, qui sont beaucoup plus traditionnels et plus appréciés des banquiers et là où, c'est un peu comme tout à l'heure avec, l'investissement immobilier, de bureau, pour l'entrepreneur. Là, c'est un peu pareil. C'est des opérations qu'aiment bien les banquiers. Ils participent au développement de l'entreprise, donc on peut, parfois, être un petit peu moins dur dans les différents ratios, notamment parce qu'on va aussi prendre en compte la santé financière du groupe qui va reprendre la société. On va pas que s'attarder sur la société cible qui va dégager des dividendes pour rembourser une dette. Donc si le groupe a une très, très, belle santé financière et puis qu'il a un projet de croissance externe avec une société un petit peu chère parce qu'il y a des beaux projets de synergie à venir, il y a des banquiers qui peuvent l'accepter parce que notamment le groupe a une très belle, situation financière. Donc, il y aura dans tous ces projets des notions très fortes de majorité et de minorité qui seront étudiées, notamment pour s'assurer dans certains cas que les dividendes que l'entrepreneur, voilà, la main sur les dividendes pour, rembourser la dette quand c'est le cas. Donc, tous ces différents sujets, sur lesquels peuvent être amenés à vous interroger, vos, vos clients, on peut en discuter ensemble. Très vite, comme vous, comme moi, quand on achète un bien immobilier, qu'on fait un crédit, on se demande à quelle sauce on va être mangé, quel va être le coût. Ce coût-là, il est très variable. On ne reçoit pas des tables vous savez, comme le crédit immobilier, on ne reçoit pas des grilles de taux des banquiers tous les mois. Maintenant, il y a un marché. Alors le marché sur lequel, on reçoit des grilles en effet, qui est quand même assez normalisé et sur internet, vous trouverez tout ça. C'est le marché du crédit immobilier résidentiel en direct, hein. L'entrepreneur, il va acheter aussi sa résidence principale classique, de manière tout à fait classique.
Aujourd'hui, bah, vous voyez, ça se négocie aux alentours de 4 sur 20 ans, voire un peu moins et 3,8 sur 15 ans. Dès qu'on va passer sur des sujets avec des personnes morales ou d'immobilier tertiaire, des choses, qu'on a vues, hein, d'utilisateurs, d'immobilier utilisateur, ces taux, ils seront plus élevés. On n'a pas la même logique, côté banquier, notamment de couverture des taux. On va être, sur des taux beaucoup plus élevés, hein. Vous voyez 4,5 à 5 et encore c'est plutôt bas. C'est plutôt des taux très bas. C'est des taux que ça qu'on pratique pour, l'utilisateur de bureau avec des banquiers assez agressifs et pour l'immobilier résidentiel, personne morale. Gardez en tête aujourd'hui le taux swap 15 ans, je crois que j'ai regardé juste avant, il est à 3,5. Donc si le banquier, il vous fait le taux swap 15 ans plus 1, ça fait 4,5, ça fait que 1 de marge. 1,5 de marge n'est pas délirant, donc le 4,5-5, il est tout à fait normal et il y a pas de il y a c'est pas un mauvais taux actuellement. Et on va bien plus loin nous, sur des projets investisseurs où on voit des, taux swap 15 ans plus, 2, voire plus, voire 2 ou 2,5. Donc ça veut dire que là, bah, très vite, on va atteindre 5,5-6. Sur les financements corporate qu'on vient d'évoquer, on va avoir une petite distinction sur les professionnels et les entreprises, puisque les professionnels, donc les petites sociétés dont on parlait, bon, bah, les banquiers qui vont traiter ça ont un peu plus la main et c'est moins catégorisé vraiment, comme un LBO. On va faire de la dette bancaire sur 5-7 ans, on va dire entre 4 et 5. C'est, je trouve encore relativement bon marché. Quand en entreprise, on va aller en centre d'affaires où là vraiment on va, bah, couvrir la dette. Donc on va faire même du taux variable et aller chercher une couverture à côté. On va faire par exemple, Euribor plus 4, 4,5. Donc ouais, Euribor, l'Euribor 3 mois, alors peut-être pas quand même parce que l'Euribor 3 mois, on va être à plutôt 2,5, allez, plutôt 2,5 d'ailleurs pour la dette senior. Donc Euribor 3 mois plus 2,5, je vais être entre 6 et 7, hein, vous voyez? Et puis après, on peut utiliser des dettes juniors ou unitranches, hein, d'ailleurs, qu'on fait avec des fonds d'investissement. Et là, c'est beaucoup plus cher. On va être, bah, sur de l'Euribor 3 mois plus 4-5. Donc très vite à 9, voire, 5,5. Voire 9,5, voire 10. Vous voyez, il y a un éventail très large puisqu'on commence à 3,8-4, 3,8, 4 pour du taux, crédit immobilier résidentiel très traditionnel, jusqu'à 10 sur des sujets un peu plus complexes, de LBO. Ça, c'est quelque chose que nous, on va apporter à vos clients. C'est une connaissance du marché, un savoir, une vraie compétence en interne qu'on a et avec des gens spécialisés sur différents marchés qui pourront, accompagner très rapidement vos clients, en tout cas pour les aider à faire, au moins des petites simulations et à savoir combien de fonds propres il faut mettre et puis quel va être le coût de ma dette. Voilà un petit peu l'objectif de cette présentation, c'était un petit peu de vous sensibiliser avec, tous ces sujets d'entreprise que vous pouvez rencontrer dans l'accompagnement de vos clients. Et parce que je sais que vous les accompagnez sur plein de volets et que c'est très compliqué parfois pour vous, de connaître tous ces sujets, aussi bien sur le crédit immobilier, résidentiel que le LBO. Nous, c'est des sujets qu'on traite au quotidien. On est une vingtaine de personnes pour tout ça. Vous pouvez, donc cette, présentation normalement sera disponible. Donc hésitez pas ensuite à contacter soit mon associé, donc Mady Kedjar, qui a une vraie expertise sur cette partie entreprise ou moi-même, qui est plus, une expertise sur l'immobilier, mais on est capable de répondre à toutes vos questions et voilà, c'est cette petite, c'était une présentation, je pense, assez rapide pour, vous donner quelques clés et vous sensibiliser un petit peu à ces sujets parfois qui sortent un petit peu du cadre, pour vous. Donc n'hésitez pas si vous avez, quelques questions, heu, si, heu, si je peux répondre à à vos différentes questions, sur ces 3 sujets qu'on a évoqués, crédit immobilier aux particuliers, résidentiels, aux entreprises et sur le sujet LBO, n'hésitez pas. Je vous laisse la parole, je crois, que je sois sûr de ne pas me tromper, d'endroit pour bien voir vos questions. Donc a priori, c'est très calme. Soit j'ai été très, très, clair, parce que j'espère que c'est le cas, soit, soit soit il n'y a pas trop de questions de votre côté. En tout cas, vous avez nos coordonnées et n'hésitez pas à nous solliciter, la la moindre question. Je vois,
Alors, y a-t-il un bilan patrimonial à fournir? C'est, oui et non. Alors, en effet, sur, les petites entreprises, c'est quand même une bonne question. C'est une bonne question, Emmanuel, puisque, là, cette question-là, la réponse ne va pas être la même suivant que vous êtes dans le monde du professionnel ou de l'entreprise. Quand vous êtes dans le monde du professionnel, dans la petite entreprise de moins de 2-3 millions de chiffre d'affaires, en effet, on va souvent encore prendre des cautions personnelles. On va avoir, un petit peu des banquiers qui ont le même réflexe que le banquier du particulier et qui va s'attarder sur votre situation personnelle. Maintenant, on n'aura pas la même approche, vous savez, avec le taux d'endettement et tout ça, mais on aura besoin de savoir à qui on a affaire. Quelle est, l'étendue du patrimoine financier, immobilier, quels sont les revenus, mais on aura une approche beaucoup plus subjective. Mais oui, on fait nous-mêmes d'ailleurs avec vous, hein, souvent vous le faites également, mais ce petit bilan patrimonial qu'on fournit aux banquiers et même en entreprise, parfois on le fournit, c'est plus à titre d'information, mais oui, ça peut être demandé. Ensuite sur, bonjour, vous accompagnez une SCI IS nouvellement créée? Oui, tous les jours puisque très souvent, par exemple, un entrepreneur qui va acheter ses bureaux va le faire avec une SCI LIS qu'il va créer pour l'occasion. Maintenant, ce qui compte, c'est pas, l'ancienneté de cette SCI, ça va être, le projet. Est-ce que ce projet, il est économiquement intéressant? Est-ce qu'il y a de l'apport? Est-ce que les loyers, les flux remboursent le crédit? Et puis est-ce que la personne qui est derrière quand même a une petite surface qui permettrait quand même de subvenir aux besoins de la SCI en cas de problème? Donc je vous confirme, on peut faire des SCI, à l'IS nouvellement créées, quel que soit le sujet, hein, que ce soit résidentiel, bureau ou autre. La SCI vraiment juste, un outil, pour, réaliser une opération. C'est absolument pas, un outil, décisif, on va dire, en termes de risque de crédit. L'entreprise doit exister depuis combien de temps? 3 ans minimum. Alors, ça dépend, quel projet, parce que là, je viens de dire qu'on peut créer des SCI, tout à fait nouvelles, bien sûr, parce que derrière la SCI, il y a des personnes, il y a il y a d'autres sociétés qui existent depuis longtemps. Mais en effet, le sujet que vous évoquez, Patrick, c'est en fait quand j'ai parfois une petite société ou alors un indépendant qui vient de créer son activité et qui, au bout d'un an, va venir me voir pour me demander 100-200-300 000 € pour un logiciel, pour recruter, pour toutes ces choses-là. C'est très compliqué. Pourquoi? Parce que quand on a qu'1 an de bilan, voire moins ou 1 ou 2 ans, et ben, le banquier, il a du mal à se projeter. C'est-à-dire qu'il a pas vu de cycle et il a pas vu d'années plus ou moins compliquées. Il a pas vu, voilà, il a pas eu le temps d'analyser l'entreprise sur un nombre d'années suffisant. Mais il y a toujours, des, il y a toujours, quelques possibilités, notamment, je vais en évoquer une qui est classique. J'ai parlé du consultant. Notamment, on peut avoir des gens qui ont 20 ans d'expérience dans des secteurs, comme l'IT ou la finance et qui ont développé un énorme réseau, qui ont une très belle compétence et qui ont déjà beaucoup de clients potentiels et qui, au bout d'un an, font déjà plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et ça, moi, je vous mets à l'épreuve, hein, vous le connaissez, je pense comme moi, c'est très compliqué, hein, en année 1 déjà de générer, autant de chiffre d'affaires. Donc ça, on peut être à l'écoute de ce genre de profils qui ont beaucoup d'expérience, qui ont un carnet d'adresses et qui génèrent déjà du chiffre d'affaires même s'il y a que 1 ou 2 ans de bilan. Maintenant, si l'entrepreneur a que 1 an de bilan et qu'il fait un projet personnel, pareil, ça va être un peu compliqué et je vais revenir aussi dans ce cas du consultant, qui s'est lancé et qui a une belle activité et qu'on pourra quand même essayer de suivre à titre personnel avec un banquier pro. Voilà. Par contre, en effet, je rebondis sur cette histoire de durée minimum. À titre personnel, quand vous empruntez et que vous êtes entrepreneur, pour rentrer, vous connaissez comme moi, vous connaissez très bien tous ces sujets de crédit logement, de SACEF, tous ces organismes de cautionnement. Très souvent, ils demandent en effet 3 à 5 ans de bilan. Alors c'est pas parce que crédit logement et SACEF n'interviennent pas qu'on peut pas intervenir, hein. On peut encore prendre des garanties réelles type PPD hypothèque, enfin IPPD, même HPPD maintenant, enfin nouvelle hypothèque. Heu, donc on peut intervenir en effet avec des garanties réelles, quand il y a un banquier qui croit en un projet, en un client. Est-ce que j'ai répondu à écoutez, c'était des questions tout à fait pertinentes. Heu, je pense qu'on est, s'il y a plus de questions, je pense qu'on va pouvoir, donc arrêter. On va pouvoir, terminer ce webinaire.
J'étais, en tout cas ravi d'échanger, enfin de vous présenter ces activités parfois, peu développées, je pense, dans vos métiers et heu et donc je serais ravi d'en rediscuter avec vous. Bonjour, quels sont les frais que vous prenez? Ah oui, bah, Bastien, bien sûr, en effet, c'est pas gratuit. C'est une très bonne question. Avant d'arrêter, on va terminer là-dessus dans ce cas-là. Nos frais varient en effet en fonction de la typologie de projet et de dossier. Ça va être très, très large, Bastien, je vais vous faire peur. C'est entre 0,3 et 3. Donc vous voyez, c'est de 1 à 10. En général, c'est entre 1 et 3, on va dire aux alentours de 1. Les projets qui vont être les alors nous, notre chiffre d'affaires, je suis très cash là-dessus. 85 de mon chiffre d'affaires, ce sont mes clients qui me le payent. 15 ce sont les banques et les banques me payent essentiellement sur d'autres sujets de particuliers tout à fait traditionnels qu'on traite encore un tout petit peu à la marge. Mais on va dire que majoritairement sur tous les sujets qu'on a évoqués, je ne suis pas payé par les banques, puisqu'on travaille très peu avec les prescriptions pour traiter ce genre de sujet et donc c'est mes clients qui me payent et donc qu'est-ce qui va faire que c'est plus ou moins cher? Ben, crédit hypothécaire, acquisition un peu complexe avec une myriade de sociétés, non-résidents, refinancement, difficultés en termes de niveau de dette, voilà donc tous ces sujets-là, on va les appréhender avec le client. Parfois des problématiques aussi de même d'autorisation administrative, choses comme ça. Donc, plus le projet est complexe, plus j'ai de valeur ajoutée pour mon client, plus je lui proposerai un mandat un petit peu cher parce que je vais un peu m'arracher les cheveux pour lui sortir son dossier et plus le dossier est classique et plus je dois aller chercher du prix, du taux, notamment typiquement, la très belle entreprise qui cherche à acheter ses bureaux et qui cherche le meilleur prix. On est ravi de le faire et là, on est capable, de baisser nos honoraires même en dessous de 1 pour accompagner ces beaux clients. Voilà, donc au cas par cas, on étudie le dossier, on fait une proposition d'honoraires au client et puis, on en discute avec lui. On est des commerçants, bien entendu, on a envie de travailler et de faire les dossiers de nos clients. Projet d'acquisition d'immeubles de rapport avec locataire avec 9 de rendement. Vous pouvez intervenir en hypothèque sur ce genre de projet. J'ai pas de c'est pas forcément corrélé, Dorine. Oui, je vous confirme, il y a pas de problème, j'interviens en hypothèque, en PPD régulièrement. D'ailleurs, je pense que c'est la majorité de mes dossiers, hein. Je suis on est relativement peu dans le crédit logement, le SACEF qui est réservé, on va dire, à une clientèle plus traditionnelle et qui est moins notre clientèle et donc ces projets d'acquisition d'immeubles de rappeurs avec locataires, quel que soit le rendement, oui, on intervient avec des PPD hypothèques, donc on peut soit intervenir pour l'acquisition ou le refinancement. Mais dans tous les cas, même si ce rendement est très important, on va faire attention quand même à la fameuse LTV, donc à ce fameux ratio dette sur valeur du bien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un marché de l'immobilier plutôt baissier, notamment alors déjà on faisait attention avant, mais on fait encore plus attention aujourd'hui et donc le banquier fera très attention à avoir une marge hypothécaire suffisante, même si le rendement est très confortable. Parce que là, c'est un problème de risque de crédit. Dernière question, Bastien, à quel moment entrons-nous en relation avec le banquier et le client final? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, en travaillant avec le banquier. Alors, nous, on travaille directement avec vos clients, c'est-à-dire que, alors si Bastien, vous êtes client, on va travailler ensemble. Si c'est pour vous, Bastien, on travaillera ensemble, main dans la main et on vous présentera des propositions des banquiers, pour aller le plus loin possible et puis une fois qu'une proposition plus ou moins ferme, sera convenable et ben, on commencera à faire un ou 2 rendez-vous banquiers et vous rencontrerez le banquier. Si c'est pour vos clients, donc vos clients, on va nous rentrer en relation dès le début avec eux, donc on va très rapidement, discuter avec eux, monter le dossier avec eux et pareil, ils rencontreront le banquier. Alors si vous voulez les accompagner, vous pouvez les accompagner au rendez-vous banquier s'ils sont plus à l'aise. Nous aussi, on les accompagne de temps en temps, pas toujours, mais sur des sujets significatifs et importants, on les accompagne. Voilà, on s'adapte un petit peu aux besoins, mais en tout cas, on va pas faire de rendez-vous banquier s'il y a pas une, heu, une capacité assez forte du banquier à faire le dossier dans des conditions qui vont satisfaire le client. Est-ce que j'ai répondu à tout? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, je crois pas. Heu, je pense qu'on est arrivé au bout. Écoutez, merci beaucoup. Un grand merci pour d'avoir participé à ce webinaire. Je vois qu'il y a une dernière un dernier message qui arrive. Non, merci, merci Dorine, avec plaisir pour échanger. Donc merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Je serais ravi de continuer ces échanges et de
et de continuer au cas par cas à vous répondre pour vos clients et leur trouver des bonnes solutions. Voilà, à très bientôt.